Yes. Dans l'épisode du jour, je suis avec Robin Tuffio, donc le cofondateur de Join Sésame. Alors, c'est une start-up qui donne l'accès, plutôt qui ouvre les portes, d'où son nom, aux plus beaux hôtels de la planète, en particulier aux expériences, sans avoir à y passer la nuit. Hello, Bienvenue, Robin. hello Ludivine, merci pour cette intro, c'est bien résumé. Tu connais tu connais la catchphrase déjà. Donc, c'est bien ça. Je suis Alors, cofondateur chez Sésame et également chez Silimo. Donc, je gère toute la partie marketing là-bas. Ok, eh ben on aura aussi l'occasion d'en parler. Alors, j'ai fait ma petite enquête et j'ai relevé l'un de tes derniers posts sur LinkedIn où tu nous as quand même partagé des résultats que j'ai trouvé impressionnants. Donc, je vais en parler ici aux auditeurs, auditrices. Donc, 1 million de chiffre d'affaires généré pour les hôtels, 95% d'avis clients positifs, ça c'est toujours très cool. Et des business angels comme Jean-Pierre Nadir, donc, qui est notamment, qui va être mon associé et le fondateur de Fairmove. Exactement. C'est des résultats incroyables en 1 an d'existence. Et ben franchement, bravo. Merci D'où beaucoup. est venue cette idée de lancer Join Sésame? Alors, c'est venu surtout de mon associé qui, lui, était plutôt dans le milieu sales. Moi, donc, comme je te l'ai dit, je suis plutôt côté marketing. Et donc, il était beaucoup en déplacement, notamment dans ses dernières entreprises. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on était un peu à la bourre, nous, les Français, par rapport à tous les marchés, notamment asiatiques, où là-bas, en fait, c'est vraiment dans les mœurs d'utiliser, on va dire, les infrastructures hôtelières comme étant des moments, enfin, des endroits parfaits pour passer le temps, en fait. Donc, c'est très fréquent, par exemple, d'aller dans un hôtel, passer l'après-midi là-bas pour télétravailler ou pour juste passer la journée avec ses potes et profiter de leurs infrastructures qui sont quand même relativement magnifiques hein, pour la plupart. Les hôtels 5 étoiles, forcément, ils ont des infrastructures particulièrement belles pour attirer tous les clients et c'est des infrastructures qui sont sous-utilisées, majoritairement parce que c'était réservé aux clients internes de l'hôtel. En tout cas en France, c'était pas trop dans les mœurs. Et là, on essaie un petit peu d'évangéliser ce modèle. Et en plus, enfin, c'est un peu dans l'air du temps. Tu vois, on utilise des infrastructures qui sont du coup, on va dire, dormantes et qui consomment toujours autant d'énergie parce qu'elles sont toujours allumées, hein. La piscine, qui est 15 personnes dedans ou une personne, on utilise la même empreinte carbone pour aller la chauffer. Donc, autant pousser les gens à utiliser ces infrastructures qui existent plutôt que d'aller en construire des nouvelles, sachant en plus que c'est au cœur des villes, c'est facile d'accès. Donc, l'idée était là. On s'est dit que le marché était totalement accessible et donc on s'est lancé dedans et voilà, voilà, c'est amené. Trop bien. Non, mais franchement, c'est une super idée parce que effectivement, alors moi, j'adore aller au spa et puis même pouvoir profiter de d'autres infrastructures et d'autres activités qu'il y a dans les hôtels. Et c'est pas toujours simple. Alors, il y a ce côté aussi. Parfois, tu contactes des hôtels où, ben, en fait, il n'y a pas forcément d'accès pour les clients extérieurs. Et je pense aussi que du côté des consommateurs, on n'ose pas forcément contacter l'hôtel 4 ou 5 étoiles parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'y aller par peur de se prendre une porte ou alors que ce soit pas accessible. Donc, je trouve vraiment votre idée géniale. C'est ça. J'ai Et déjà en plus, tu vois, aussi. pour rebondir sur ce que tu dis et qui est entièrement vrai, je trouve, c'est qu'en plus, on a un peu cette image de, enfin moi personnellement, je l'avais, l'image de hôtel de luxe égale prix exorbitant. Mais en fait, c'est parce que c'est la chambre qui coûte super cher. Et en fait, là, si tu veux accéder à ton spa ou ton massage, c'est totalement dans les gammes de prix que tu peux trouver sur des centres de spa ou des centres de massage. Sauf que tu as un peu ce côté service 5 étoiles, c'est enrobé dans un endroit magnifique. Tu as vraiment les gens qui sont derrière toi, qui vont te pouponner, on va dire. Donc, tu as le petit truc en plus de Sésame sans avoir l'expérience qui coûte 3 fois le prix d'une expérience normale. Au contraire, c'est même souvent moins cher. Donc, c'est tout bénef, on va dire. Il y a peut-être aussi moins de monde que dans les spas, les centres thermales. Alors, on parle des spas là en particulier, mais il y a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a comme activité que vous rassemblez sur la plateforme? Alors, on a plein d'activités, mais juste avant, je vais rebondir sur ton premier point qui est totalement vrai. En plus, il y a beaucoup moins de monde dans les spas d'hôtels parce que les hôtels, justement, ils veulent garder cette empreinte luxe et très premium, on va dire. Donc, en gros, ils vont limiter le nombre d'accès, le nombre de gens qui vont accéder par heure, là où c'est pas toujours le cas dans un centre de spa où globalement, c'est les portes ouvertes, tu payes ton ticket et tu rentres et parfois, tu as de la chance et il n'y a personne. Parfois, bah, c'est blindé de monde. Bah, là, au moins, au spa, tu es sûr d'avoir un nombre limité, voire même privatiser le spa. Beaucoup d'expériences on privatise des spas. Et en termes de catalogue, on a donc 3 grands axes, on va dire. La catégorie bien-être, où là, tu vas avoir du spa, du massage, sauna, hammam, tous ces trucs-là. Restauration, donc plutôt gastronomie, donc
petit déjeuner, brunch, apéritif, goûter, dîner, etc. Et des trucs un peu insolites où là, ça peut aller du comedy club jusqu'aux dégustations de rhum, dégustations de cigares, tous ces trucs-là. Globalement, on essaie de. Là, on est encore en train de chercher qu'est-ce qui marche très bien, qu'est-ce qui marche un peu moins bien. Pour l'instant, on teste tout et pour l'instant, ça prend assez bien. Le spa, majoritairement, le bien-être, on va dire, ça reste quand même notre axe le plus puissant parce que c'est là où il y a le marché le plus demandeur et c'est là où c'est le plus facile d'aller chercher, on va dire, les clients. Euh, mais je pense on va certainement soit affiner notre modèle, soit trouver des nouveaux axes sur lesquels on pourrait avancer. Ouais, ça nécessite aussi qu'il y ait des activités qui soient un petit peu, pas forcément insolites, mais tu nous as parlé de dégustation de rhum dans des hôtels. Mhm. Forcément, enfin, moi, c'est pas ce à quoi je pensais. Donc, tu vois, c'est intéressant que tu en parles. Il y a un peu de C'est tout, hein, parce que tu vois, tu as des hôtels qui ont des bars extraordinaires, hein. On a beaucoup d'hôtels en France qui sont vraiment très bien classés au classement mondial des meilleurs cocktails du monde, meilleurs bars du monde et tout. Donc, on en fait profiter aussi aux autres. Et souvent, en fait, là où c'est un peu la particularité, c'est que ces bars-là, on a un petit peu plus l'habitude d'y aller que d'aller profiter du spa d'un hôtel, parce que souvent, c'est un peu décorrélé, mais on les met en avant quand même sur ces armes. On essaie de les pousser. L'idée, c'est qu'on apporte vraiment un chiffre d'affaires additionnel aux hôtels sur toutes leurs branches d'activité. ouais. Et du coup, aujourd'hui, en termes de partenaires, vous avez combien de partenaires sur la plateforme? Alors, ça évolue très vite. Donc là, je t'avoue que je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on doit être aux alentours d'une centaine d'hôtels dans ces eaux-là, partout en France, majoritairement en Île-de-France. Là, on commence vraiment à balayer, on va dire, tout le territoire français. C'est notre gros objectif de fin d'année. Euh, et objectif qu'on commence vraiment à accomplir parce qu'en région PACA, en tout cas, on commence à avoir une densité d'offres qui prend. Pareil J'ai sur vu. Lyon, Strasbourg, Alsace, etc. Et ben, dans le Var, tu dois commencer à être touché par nos pubs, j'imagine. J'espère en tout cas. Et puis sur votre site, j'avais été regarder un petit peu ce qu'il y avait aussi. J'ai vu qu'il y en avait, il y avait à Cannes, à Ouais. Nice aussi, je crois. Mais Cannes, ouais, Nice, je pense qu'on va Marseille, bientôt tester. Avignon. Ouais. Ouais. Avignon Ouais. aussi? Alors, à Avignon, en fait, non, je crois que je viens de te spoil un hôtel qu'on est en train de signer. Mais on n'a pas Ouais, encore d'hôtel à Avignon même, mais ça devrait pas tarder. Donc, je te conseille de ouais, revenir faire un saut dans 10 jours. Il y aura un petit truc ouais, je sympa à vais bien tenter. parce que justement, dans 10 jours, là, on est 19 septembre au moment où on enregistre le podcast et début octobre, je vais à Avignon. Donc, tu vois, ça serait. Ah, bah écoute, c'est parfait. Tu me diras, je Yes, te passerai un petit coupon. trop bien. Donc, du coup, France majoritairement. Est-ce que vous avez déjà des partenaires à l'étranger ou alors est-ce que c'est prévu dans une autre phase de développement de la startup? Alors, c'est prévu. Ça fait partie même du cœur de notre stratégie, hein. On pense tout de suite à l'international parce que le marché français, il est super parce qu'on a des super infrastructures, des super hôtels. Le problème, c'est que la clientèle n'est pas encore, on va dire, habitués à ce type de service. Donc, il faut un peu, on va dire, évangéliser le modèle encore. Mais surtout, c'est que les autres marchés qui sont parfois souvent plus éduqués, comme c'est le cas aux États-Unis et en Asie, c'est aussi des marchés énormes sur lesquels on veut forcément tester de pénétrer dans le marché. Alors, il y a un petit peu de concurrence dessus souvent, et vu que les gens sont habitués à aller direct avec les hôtels, on ne sait pas encore exactement comment va répondre le marché à une entreprise comme la nôtre. Mais globalement, oui, on va très vite aller à l'étranger. On a déjà d'ailleurs des hôtels externes, notamment en Suisse, en Belgique et tout, qui nous contactent pour ouvrir sur Sésame. On n'a pas encore tout créé d'un point de vue légal, d'un point de vue. Enfin, tous ces trucs-là, on le met de côté pour l'instant. Ce n'est pas encore notre prio. Là, pour l'instant, c'est marché français. Mais évidemment, dès qu'on se sentira bien, on va attaquer l'international. C'est aussi pour ça qu'on cherche à accélérer un petit peu avec une levée de fonds en ce moment. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus en détail après, j'imagine. Yes, ouais, complètement. Du coup, affaire à suivre en tout cas chez Join Sésame. Alors, petite question, mais pourquoi Join Sésame? Alors, c'est tout bête. En fait, on voulait prendre sésame.com, mais malheureusement, le domaine était déjà pris. Donc là, on essaie de contacter la personne qui a le site, mais malheureusement injoignable. Donc, ça fait partie un peu du deal. On tenait vraiment au nom Sésame, donc on l'a gardé, mais on garde espoir de pouvoir acheter le domaine un jour. Ouais, ça fait partie. Quand on a l'idée, le nom en tête et qu'on ne veut pas en démordre, ça, c'est vrai que c'est pas toujours Ouais, facile. Mais c'est un bon, peu le problème. croisez les doigts. Je voulais revenir un petit peu sur les prémices, alors, surtout sur ton parcours. En plus, tu nous as expliqué en intro que c'est pas ta seule activité. Qu'est-ce que tu faisais avant de t'associer chez Joint Sésame?
Alors, moi, j'ai toujours baigné dans le milieu du marketing. J'ai toujours travaillé en startup. C'est des écosystèmes que j'adore. Ce côté, tu as une idée, tu crées tout ce qu'il faut pour la mettre en place, tu la lances, ensuite tu analyses les résultats, tu présentes à l'équipe les résultats. J'adore ça. C'est mon dada depuis toujours. Et j'ai commencé à apprécier ça quand j'étais chez Ornicar, où j'étais un des tout premiers employés, on va dire dans les 10 15 premiers à peu près. Tu Euh, peux expliquer, enfin, c'est quoi cette entreprise pour les Ornica, auditeurs? ouais, alors c'est une entreprise qui a disrupté, on va dire, le modèle du permis de conduire. Ça s'est lancé en 2014, si je dis pas de bêtises. Et l'idée, c'était le permis de conduire, c'était un peu cette espèce on va dire de mafia où les prix étaient extrêmement élevés. On va dire qu'on n'avait pas trop de pouvoir dans le permis de conduire, on était un peu plus témoin de si la personne veut bien nous laisser passer l'examen, enfin, toutes ces choses-là où on va dire qu'on subissait tous un peu le permis de conduire et tout le monde connaît des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec le permis de conduire. Là, l'idée, c'était un peu de disrupter ce modèle, de casser les prix totalement. Donc, le code est passé de 300 euros à 30 euros. Le permis de conduire au global est passé en moyenne à Paris de 2000 euros à 1002, quelque chose comme ça. Donc, on est arrivé avec ce modèle et forcément, ça a fait beaucoup de bruit. On a eu beaucoup de manifestations d'auto-école, ce genre de choses. Mais globalement, au final, le but, c'était de recruter le plus d'élèves possible parce qu'on cherchait plutôt sur la volumétrie de clients plutôt que sur le prix par client. C'est un modèle qui a été très, très, très apprécié. Et je crois on a attrapé environ 40 à 50% de part de marché après seulement quelques mois, voire années à bosser dessus. Donc, expérience extraordinaire, hein. C'est une boîte qui marche très bien aujourd'hui, d'ailleurs qui s'est mise sur d'autres secteurs hein, comme l'assurance auto, peut-être même la vente de voitures. Je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui. Parce que je suis parti, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je suis parti de là-bas. Mais vraiment une expérience géniale. Où là-bas, je gérais d'ailleurs tout leur CRM. J'ai tout créé en partant de zéro. J'ai pas mal touché à leur écosystème marketing au global, mais majoritairement CRM. Au bout de 5 ans, bah, j'avais fait un peu le tour. On va dire que voilà, j'avais monté mon équipe CRM. On avait tous les beaux jours d'Annika et je me suis dit que je Tu progressais peux un petit peu moins. préciser Ouais. CM? Ah oui, pardon, excuse-moi. Alors, CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc, c'est, on va dire, l'art de maintenir une relation avec ta clientèle. Enfin, soit clientèle, soit les prospects. Donc, en gros, dès que tu as une personne qui arrive sur le site et qui va te donner une information, que ce soit adresse email, numéro de téléphone, nom, prénom, etc., et ben, à partir du moment où on a ces données, et ben, nous, en tant qu'entreprise, on va pouvoir commencer à échanger, à créer un dialogue ou tout simplement envoyer des communications à cet utilisateur. Et ça, on va dire qu'il y a plusieurs objectifs majeurs à ça. Objectif de conversion, donc là, c'est faire acheter un truc, faire une première conversion, faire un premier achat. Fidélisation, c'est une personne qui est engagée avec nos produits ou qui a déjà acheté quelque chose, c'est continuer à le faire utiliser le produit pour éviter qu'il churn, donc pour éviter qu'il se désabonne ou tout simplement le faire acheter un autre produit. Et dernier objectif, j'ai envie de dire, le faire devenir un ambassadeur de la marque, le faire vraiment adorer le projet, le produit, qu'il en parle aux autres, donc avec du parrainage, que ce soit des problèmes de loyalty, etc. Enfin, le CRM, c'est un milieu qui est très, très, très large, qui peut même englober, on va dire, le service client, ça peut faire partie du CRM en tant que tel. Même le produit, on peut dire que ça peut être une partie du CRM, ou alors le CRM fait partie du produit, ça dépend dans quelle entreprise on travaille. Donc, ça peut tout et rien dire, ça peut englober beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses. Moi, j'aime bien que le CRM, en général, est, on va dire, un gros bloc et que la personne qui gère le CRM touche un petit peu à tout. Comme ça, il a un peu une vision globale de qui reçoit quoi, à quel moment, etc. Euh, donc voilà pour la partie CRM. Mais Ça, c'est vraiment globalement, ta spécialité du coup. ouais, voilà, c'est ma grande spécialité. Bon, après, maintenant, j'en ai d'autres à mon arc parce que après Ornicar, je suis parti dans une autre startup qui s'appelle Card, où là-bas, je gérais, on va dire, toute la grosse en tant que telle. Donc, le CRM, les ads, l'affiliation, l'influence, enfin, tous ces trucs-là, globalement, c'était englobé dans un gros portefeuille que je gérais. Et donc là, forcément, j'ai dû step up, apprendre plein d'autres corps de métier. Mais c'était hyper intéressant. Moi, j'adore ça, de toute façon, creuser des trucs que je ne connais pas, monter en compétences. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que tout ce que j'ai appris sur le terrain startup, qui était quand même relativement stressant, on va dire, parce que tu as beaucoup de responsabilités, et ben c'est ça qui m'a donné en fait envie de lancer un truc, d'être cofondateur d'une entreprise comme Sésame. Je savais que je venais armé. Tu vois, je ne me lance pas à corps perdu en me disant, OK, bah, là, on y va, on fait n'importe quoi. On arrive avec des méthodes, on arrive avec un projet, on arrive avec un sens de la priorisation, de la responsabilité, de la gestion du stress. Et globalement, en fait, en arrivant, en me lançant dans Sésame, je savais qu'on pouvait le faire parce que j'ai vu qu'on pouvait réussir avec mes expériences précédentes en partant de zéro. Euh,
Donc, ouais, globalement, je suis arrivé très confiant et pour l'instant, ça se passe super bien. On a des très beaux résultats. Donc, pour l'instant, on va dire que, alors, je croise les doigts, hein, mais pour l'instant, tout roule comme sur des roulettes. Génial. Et je te rejoins, c'est hyper important quand on se lance dans un projet entrepreneurial, finalement, peu importe l'échelle, peu importe le secteur. Bon, ici, on parle de tourisme, mais c'est hyper important euh, de suivre une méthode. Finalement, tu as pointé le fait que tu avais ton expérience précédente, mais aussi, tu n'en as pas encore parlé, on en a parlé un petit peu, le fait que vous soyez plusieurs sur le projet. Vous avez Ouais, tous des finalement fonctions différentes, j'imagine. Donc, ça ouais, permet exactement. de, de, de garantir la réussite du projet parce qu'effectivement, quand on lance une entreprise, il n'y a pas que qu'un pan, que le marketing, il y a aussi les ventes, il y a aussi la gestion selon le secteur d'activité. Comment vous avez décidé alors déjà, vous êtes combien d'associés et comment vous avez décidé de vous répartir les rôles au sein de la Ouais, boîte? c'est une très bonne question et je pense que c'est aussi notre plus grande force, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas juste deux associés, on est cinq associés. Ok. On est cinq associés et c'est un vrai parti pris. En fait, on sait exactement où est-ce qu'on veut aller depuis la création de Sésame. Là, aujourd'hui, on est sur la marketplace, etc., mais on a des ambitions beaucoup plus grandes, on va dire. Et pour ça, on avait besoin d'une équipe ultra complémentaire. Et donc, globalement, on est cinq et on est tous responsables d'un pôle. C'est-à-dire que je gère le marketing. Jean-Baptiste, lui, gère toute la partie sales. Jean-Baptiste, c'est celui qui a le rôle de PDG parmi nos cinq associés. On a Chloé qui va gérer tout le produit et Clément et Gabriel qui vont être sur des projets tech. Un qui va être un peu plus front et l'autre qui va être un peu plus back. Donc, globalement, si tu vois, on a tous une expertise. L'idée, c'est que chacun soit un peu maître de ces sujets et que chacun puisse être vraiment honneur en fait d'un département complet. Il y a plein d'avantages à ça. Déjà, c'est que tout le monde est hyper talentueux. Moi, ça, c'est un truc qui était hyper important pour moi. Il faut avoir une équipe. Et l'équipe, c'est en fait, c'est ça, c'est l'équipe qui va driver l'entreprise. Tu peux avoir la Mm. meilleure idée du monde. Si l'exécution est mauvaise, ta boîte, elle va se planter, c'est 100% sûr. Donc là, aujourd'hui, on a une team hyper talentueuse. Euh, Clément, Gab et Chloé se connaissent depuis un petit moment. Ils ont fait l'école Epitech ensemble, qui est une des meilleures écoles de tech de France. JB, donc Jean-Baptiste, notre associé qui allait pitcher Sésame dans Epitech auprès des meilleurs de leurs promos. Et du coup, Gabriel et Clément sont directement ressortis du lot. Ensuite, JB, il a fallu aller les convaincre de nous rejoindre, etc. Ils nous ont buildé le super site. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder johnsezam.com. Le site est magnifique. Ils nous ont fait ça franchement aux petits oignons, on va dire. Et du coup, globalement, l'idée, c'était, on s'est rassemblés. Moi, JB, je le connaissais depuis très longtemps. On est des vieux amis. Et du coup, forcément, après qu'il soit allé pitcher Sésame, qu'il ait recruté, on va dire, les trois petits génies avec qui on travaille, il m'a présenté le projet et on s'est tous associés, quoi. Et pour l'instant, ça avance très bien. Là, on a forcément eu un moment où on a dû commencer à se chercher, hein. Cinq cofondateurs, c'est beaucoup. On a tous des idées différentes. En plus, on a des âges différents. On a tous des chemins différents de carrière, etc. Donc, on a forcément tous des idées complètement différentes. Et je trouve que c'est à la fois bien parce que du coup, on va tacler plein de trucs. On va tous voir globalement est-ce que oui ou non, on va dans la bonne direction parce qu'on a tout le prisme autour du projet qui est ouvert. Mais aussi, ça a fait que parfois on avance un peu plus lentement parce qu'on n'est pas d'accord et du coup, il faut échanger, il faut convaincre. Mais c'est hyper intéressant. Et honnêtement, je trouve que c'est la meilleure configuration possible aujourd'hui. Ouais, ça doit pas être facile d'être cinq associés, même déjà. Enfin, moi, j'ai toujours été seule et c'est vrai que j'ai toujours, j'ai toujours dit que ça doit être compliqué parce que déjà, quand tu es entrepreneur, j'allais dire quand tu as l'âme d'entrepreneur, je pense que on l'a plus ou moins. Souvent, tu as quand même une personnalité où tu as plein d'idées, tu as envie de passer à l'action rapidement. Je dis quand tu es cinq, ça doit pas être simple, justement, hein. Est-ce que vous avez des moments dans la semaine ou dans le mois où vous justement échangez sur vos idées? Parce que si toi, sur le pôle marketing, tu as une idée d'envie de tester un truc, est-ce que tu peux le faire tout de suite? Et est-ce que vous avez défini votre degré d'autonomie ou est-ce que vous en discutez tout le temps ensemble? Comment vous vous organisez? Alors ouais, encore une fois, c'est une très bonne question. Je trouve que ça va. Enfin, nous, en tout cas, on a pris le choix de. Tout le monde est honneur de son département. C'est-à-dire que si demain, j'ai un truc, une idée qui me vient en tête côté marketing, je la mettrai en place et je présenterai plutôt les résultats. Tu vois, je pourrais limite parler de l'idée,
Mais en tant que tel, chacun se fait confiance et chacun gère un peu ses sujets. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais aller mettre le nez dans la tech en disant, Eh, vous devriez faire ça, prioriser ce truc-là. Enfin, on se donne les idées mutuellement, mais c'est vraiment, on a plutôt, on va dire, on fonctionne sous OKR. Donc, on a vraiment défini des objectifs et des résultats clairs à atteindre à chaque trimestre. Donc ça, on les établit en équipe cofondatrice. Et découlant de ça, chaque team, chaque département va aller créer des initiatives pour chacun de ces résultats à atteindre. Je te donne un exemple tout bête. On veut ouvrir 30 hôtels en région PACA, par exemple. Eh bien, donc ça, c'est un truc qui est défini entre nous, 5 cofondateurs. Et derrière, toutes les différentes teams vont se mettre des cartes pour trouver des initiatives qui peuvent aider à atteindre ce résultat. Donc, on peut avoir, par exemple, l'équipe de Jean-Baptiste avec les sales qui vont tout simplement, je sais pas, faire beaucoup de calling dans le sud. Côté marketing, on va déployer des publicités ciblées pour les hôtels dans le sud. Côté tech, c'est peut-être avoir une meilleure page de vente, de conversion pour les partenaires hôteliers. Donc, on peut avoir plein de trucs comme ça qui se découlent. Et comme ça, en fait, on est sûr qu'on ne se marche pas sur les pieds. Il y a pas parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que tu as ton projet, tu as ta ligne en tête de priorisation, toi, de tes sujets tech, marketing, etc. Et tu as quelqu'un d'autre qui vient te dire, non, mais en fait, ça, tu ne devrais pas le faire, fais ça, parce que ça peut créer du conflit si c'est mal fait. Donc, c'est hyper important qu'on soit aligné, qu'on garde, on va dire, un espèce de process d'entreprise globale et qu'ensuite, il y a la flexibilité par équipe qui intervient. Et je pense que c'est aujourd'hui, on a mis un petit peu de temps avant de trouver ça, parce qu'effectivement, comme tu peux l'imaginer au début, on s'envoyait des idées à droite à gauche et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le plus efficace. Donc, on a un peu changé nos fusils d'épaule, on a regardé un petit peu on va dire, les best practices du marché, parce qu'on apprend aussi. Hein. J'ai beau avoir fait plein de startups avant, et ben, il y a plein de trucs que je découvre, il y a plein de trucs où je me rends compte l'importance de chaque chose, notamment les OKR à mettre en place. C'est typiquement ce genre de choses. Ouais, ce que j'allais te demander, comment vous en êtes venu à avoir cette organisation qui est très claire, très carrée. Est-ce que c'est par le fait que justement tu viens d'un univers start-up? Est-ce que, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que vous êtes incubé? Et si c'est le cas, est-ce que c'est l'incubateur qui vous a mis sur cette piste-là? Comment vous en êtes venu à cette organisation? Ouais, ça, en gros, je pense que mon côté, mes expériences passées startup ont beaucoup aidé parce que c'est des choses que j'avais déjà vues dans le passé et que j'avais trouvé très bien. Alors, j'ai vu plein de modèles différents et globalement, il fallait juste trouver quel était le meilleur modèle pour nous. Le système des OKR, personnellement, j'ai bossé dedans dans 2 entreprises, dans 2 entreprises et globalement, je trouvais que c'était très bien parce que ça garde un peu les teams focus, tous dans la même direction. Tu vois, on a un peu, on va dire, une étoile polaire et tout le monde veut atteindre ce truc-là et je trouve que c'est très clair. Au-delà de l'organisation en tant que telle, je trouve que ça montre vraiment où est-ce qu'on veut aller, la ligne directrice, et ça sensibilise l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, mais on a aussi regardé, bien sûr, ce qu'on pouvait faire en ligne. On a regardé un petit peu, enfin, on a parlé avec plein de monde, en fait. On est aussi incubé. On est incubé dans l'incubateur de Neoma, dans le 13e vers Place d'Italie. Mais il faut savoir je crois qu'on est aujourd'hui la plus grosse boîte de l'incubateur. C'est-à-dire que la plupart des incubés là-bas sont entre 1 et 5. Et donc, ils font un peu moins face à ça depuis qu'on y est. Nous, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, on va être 12. Ça commence à recruter un petit peu. Donc là, on avait besoin de créer un truc comme ça. Je pense que tant que tu restes entre cofondateurs, tu peux fonctionner un peu en bordel organisé, j'ai envie de dire. Dès que tu commences à avoir des alternants, des stagiaires qui ont besoin d'un cadre, déjà pour progresser, mais aussi pour comprendre un peu tout ce qui nous semble logique pour nous, l'est peut-être un peu moins pour eux. Donc, on commence à mettre des process et des cadres. Mais je pense que au début, en tant que cofondateur, même si vous êtes 5, perdez pas trop de temps à, à créer des process. C'est bien d'avoir des points, des trucs, mais il faut surtout créer du business, on va dire, au début, et ensuite s'intéresser un peu plus au process. À part s'il y a des grosses scissions ou s'il y a un truc qui ne marche pas, ça vaut le coup de le prioriser, mais sinon, je pense qu'il faut surtout attendre d'avoir des premiers employés. Carrément. Ouais, c'est hyper important d'avoir soit des premiers employés ou même, tu vois, je trouve quand tu es seul à gérer ta boîte, d'avoir déjà du business. Tu as mis le doigt sur quelque chose de hyper important parce que parfois, il y a des personnes qui se lancent. J'accompagne des personnes qui se lancent justement avec la Happy Travel Academy et parfois, il y a cette envie de vraiment bien faire, tu vois, d'avoir le bon logo, le bon site, le bon truc et tout. Et en fait, la phase de rechercher des clients, ça leur apparaît comme quelque chose qui devrait intervenir après. Sauf que ça reste quand même la base pour voir si ça marche ou pas. Et, Bien sûr. et les process, comme tu le dis, ça vient après. Alors,
Justement, tu nous parlais de recrutement. Aujourd'hui, vous allez être 12. Euh, Principalement stagiaires alternants. Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez recrutées en CDI? Pourquoi ce choix de stagiaires alternants? Et comment vous les avez recrutés? Et sur quel poste? Ça fait beaucoup de questions. Mais c'est vrai Ouais, beaucoup de que questions, mais dans un intrigue. seul moule, on va dire, donc ça va. Alors oui, majoritairement stagiaires alternants, pour une raison très simple pour laquelle toutes les startups font face, hein, c'est tout simplement qu'on n'a pas énormément d'argent. Des CD, ça coûte cher. Et on a aussi fait le choix de se dire, on va faire monter en compétence des petits jeunes je sais pas, qui ont envie de tester un peu ce genre de truc. Enfin, moi, c'est exactement mon parcours, hein. J'ai commencé en stagiaire alternance dans des startups et c'est le truc le plus formateur que j'ai jamais eu. J'avais les crocs, je me disais, j'ai envie de prouver des trucs et tout. Donc, je sais pas, j'étais hyper motivé par le projet. Je voulais grandir avec le projet. Donc, en fait, on a tous eu un peu cette expérience-là avec les autres cofondateurs et c'était assez normal pour nous de se dire que on voulait recruter stagiaires alternants pour commencer. On a évidemment, bien sûr, hein, comme optique de recruter des CDI et même faire appel à des agences externes pour nous aider sur plein de postes. Mais au début, vraiment, stagiaire alternant, on va dire, c'est suffisant. On est en train de lever des fonds, hein. C'est aussi pour ça on attend un peu cette levée de fonds avant de pouvoir commencer à avoir des postes de dépenses un peu plus élevés à niveau salarial. Euh, Sinon, sur les différents postes qu'on a recrutés, alors on a commencé avec le marketing. C'est moi qui ai eu le plus de chance. Parce qu'on avait le marketing, il faut dire qu'il y a c'est un poste qui demande énormément de ressources parce qu'on a plein de corps de métier, hein. Tu vas avoir les ads, tu vas avoir le CRM, tu vas avoir l'affiliation, l'influence, les réseaux sociaux. Enfin, tu peux avoir littéralement 10, 15 postes différents dans le marketing. Et moi, tu vois, j'ai mon expertise qui est un peu généraliste, mais surtout CRM, ads, etc. Mais j'ai besoin d'aide, tu vois, pour m'aider à créer du contenu. Sinon, en fait, la boîte, elle ne vit pas, quoi. Et nous, en fait, on est une entreprise, on est une marketplace. Donc, c'est simple. Si tu as du contenu qui marche, tu as directement de la clientèle qui rentre. Donc, en fait, on va dire que c'est des postes à privilégier, selon moi, parce que tu as un retour sur investissement assez rapide. C'est-à-dire qu'en général, ton stagiaire ou ton attendant, même ton CDI, souvent, ils rentabilisent assez vite le coût de leur salaire, tout simplement. On avait aussi besoin donc, de personnes en sales pour aider Jean-Baptiste, notamment parce qu'il passe aussi beaucoup de temps à parler avec les investisseurs, etc. Donc, Sur la partie vente, du coup. voilà, exactement, c'est ça, la partie vente. Et qui est une partie extrêmement importante, qui est vraiment, on va dire, le cœur de notre business, hein. Si on n'a pas d'hôtel, eh ben, on n'a pas de business qui rentre. Du coup, plus on a d'hôtels, plus on a de business. Et même, ça peut nous ouvrir des nouveaux marchés. Tu vois, si on ouvre Bordeaux avec 5 hôtels, eh ben, ça nous fait un nouveau marché qu'on peut commencer à attaquer côté marketing. Donc, priorité extrême. Ensuite, côté tech, c'était un peu moins prio parce qu'ils étaient déjà 3 dans l'équipe et ils sont un peu complémentaires, même s'ils n'ont pas tous les mêmes expertises. Mais là, ce mois-ci, on a du coup 2 nouveaux devs qui arrivent, pareil, stagiaires alternants. Et on les a recrutés comment? Bah, écoute, on a reçu pas mal d'offres, mais on a aussi envoyé pas mal euh, d'offres de jobs à pas mal d'écoles assez réputées. Et on a eu des retours assez positifs. Donc c'est top. Et franchement, on est très content de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Ça roule super bien. Tout le monde est hyper sympa, hyper pro. Donc c'est exactement ce qu'on cherchait là. On a un bon socle pour avancer. Ouais, c'est pas simple hein, de recruter les bonnes personnes, d'avoir C'est très dur. des personnes motivées, Ouais. compétentes. Donc, On a eu des ratés, hein. Je te dis ça, mais on a eu un raté, on a eu 2 ratés dans le passé sur nos premiers recrutements. Et du coup, on s'est dit on allait filtrer un petit peu plus pour qu'il y ait un match des deux côtés, hein, bien sûr, hein. C'est pas que nous vis-à-vis de la personne, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. Donc, on met un point d'orgue hyper important sur le recrutement. Et en fait, c'est terrible parce que tout le monde dit ça, ce truc il faut faire attention au recrutement, etc. Mais en fait, tout le monde galère à recruter et du coup, tout le monde bâcle, tout le monde fait des concessions sur un truc. Et en fait, ces concessions, selon l'importance du poste, il ne faut jamais les faire. Il vaut mieux prendre le temps, repousser de 2 semaines, ouais. un mois et on va dire absorber un peu plus de charge de travail, le temps de trouver la bonne personne parce qu'avoir une personne qui n'est pas motivée ou qui tout simplement ne travaille pas assez bien, eh ben, c'est hyper négatif pour la boîte, quoi. Ça va donner un peu une mauvaise vague d'un point de vue ambiance et même le manager, il va devoir rattraper un peu les bourdes. Et ça, malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est beaucoup de temps perdu. Donc, pour tous les auditeurs, prenez vraiment le temps de recruter, s'il vous plaît. Ne faites pas la même erreur que tout le monde fait. Carrément. Non, mais oui. Non, mais,
moi aussi, j'ai fait cette erreur-là, tu sais, au début de recruter un peu au feeling. Ah ouais, je le sens bien. Puis surtout, j'ai trop de travail, donc il faut vraiment que je trouve quelqu'un. Et ouais, souvent on fait des erreurs. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis fait accompagner par une personne qui était consultante en recrutement. Tu vois, on a mis en place des process, on parlait de process tout à l'heure, mais vraiment des process pour faire des fiches de poste, pour les entretiens de recrutement, enfin, et ça m'a beaucoup aidé parce qu'au départ, parfois on est un petit peu submergé de travail, puis on se dit, bon, bah voilà, j'ai mon feeling, jusqu'à présent ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison. Ouais, mais le feeling, ça fait pas tout, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est un gros sujet, le recrutement. Mais en tout cas, je te rejoins sur le fait d'avoir des personnes motivées. Alors, il n'y a pas que les alternants et les stagiaires qui sont motivés, bien évidemment. Moi Ouais. aussi, j'ai fait tout mon parcours en alternance et c'était hyper formateur. Et carrément, en début, tu as envie de faire tes preuves. Donc, en plus, jusqu'à présent, il y avait des aides sur les recrutements d'alternants. Je ne sais pas si ça a continué cette année. Je crois que ça s'est arrêté en mai ou... Alors, euh, j'ai peur de te dire une bêtise là-dessus. Je t'avoue que je mets pas trop le nez là-dedans, moi. Mais je sais qu'on a des aides, ou alors du moins, je crois qu'on n'a pas de charge sur les stagiaires, je crois, à ouais, payer. Après, pour le reste, je t'avoue. Ah oui, on a une OPCO, globalement, qui nous aide sur certains trucs comme ça et qui va payer payer une les partie des écoles, salaires. les formations. Voilà, Mm. c'est ça, exactement. Après, ça rembourse jamais à 100%, mais t'as des trucs qui sont plus ou moins bien. Et ça, c'est vraiment, on va dire, crucial pour la survie d'une startup. Donc, merci pour ce genre d'aide. Parce que sans ça, on serait en galère, honnêtement. C'est clair. Bon, on a de la chance en France, hein. Franchement, on a tellement Ouais, d'aides aussi pour entreprendre, pour se former, pour être accompagné que exactement. c'est Bah, c'est sûr que toujours tu as un même peu beaucoup trop. de subventions, tu vois, à aller chercher qui t'aident à lancer ton entreprise, hein, tout simplement. Nous, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a gagné des concours de start-up en région PACA, justement. Et c'est grâce à ça qu'on a eu, on va dire, 6 mois de runway pour investir un petit peu en marketing. Donc, c'est vraiment crucial. Il faut aller regarder globalement ce qu'on peut aller chercher en subvention, s'il y a des choses qui peuvent fonctionner ou pas, et surtout se renseigner là-dessus avant de lancer sa boîte, parce qu'il y a parfois des trucs qui doivent se faire avant la création de l'entreprise et qui peuvent être totalement game changer pour le futur de la boîte. Carrément. Puis être implanté parfois dans telle région, ça peut aider pour avoir des subventions. Donc, C'est ça, euh, exactement. du coup, tu nous as parlé d'une levée de fonds. Donc, aujourd'hui, c'est en cours, c'est réalisé. Où ça en est, ce projet? Est-ce que vous en avez déjà fait avant ou c'est la toute première? Alors, chez César, c'est la première qu'on fait et j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on vient juste d'atteindre le montant qu'on cherchait, donc de 800 000 euros. Et c'était vraiment un combat de plusieurs mois, de plusieurs longs mois, on va dire. Le marché est très, très, très difficile en ce moment. Donc, autant on pensait au début qu'on allait lever en 3 4 mois. Tout le monde nous disait, ouais, ça prend 6 mois, 1 an maintenant et tout. Mais on était sûr parce qu'on avait des super chiffres. Tu vois, on a fait une croissance extrêmement rapide. Donc, on s'est dit, on va forcément aller chercher tous les investisseurs en 2 secondes. Et bah, pas du tout. Franchement, on a galéré. Pendant 3 mois, on s'est pris mur sur mur sur mur sur mur parce qu'on était vraiment tout naissant, hein. Et aujourd'hui, les investisseurs ont vraiment du mal à mettre de l'argent sur une toute petite boîte. Parce que, enfin, je crois alors, si je dis pas de bêtises, en 2024, on est sur un trend du record de startups qui ferment leur boîte, qui font faillite, tout simplement. Donc, c'est des chiffres qui font assez peur, qui rendent tous les investisseurs fébrile. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils vont investir que sur les boîtes qui sont très rentables ou sur l'intelligence artificielle. C'est un peu les valeurs sûres. Donc, nous, on a pris le pari de se dire, OK, bah, on prend un peu notre temps. On n'a pas le couteau sous la gorge parce que globalement, on était à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne perdait pas d'argent, on ne gagnait pas non plus. C'était un peu notre strate de croissance. On s'autofinançait. Donc, on avait cette chance, on avait ce pouvoir de se dire, bah, on repousse la levée, on prend notre temps, etc. Donc, on a dit non à certains investisseurs, on a pris le temps d'aller chercher les bons, d'avoir une bonne valorisation qui nous convenait. Et voilà, du coup, on a commencé en janvier et là, on a atteint le montant qu'on cherche il y a quoi? Il y a une semaine, 10 jours à peine. Donc là, on est encore en période de fête. Euh, oui, on a attiré des bons investisseurs. Je pense notamment à Jean-Pierre Nadir que tu as cité, qui est une vraie force pour nous. Déjà parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie en tant qu'humain, il est assez sympathique et rigolo. Mais au-delà de ça, c'est que quelqu'un qui est spécialisé dans le tourisme, qui a une vraie portance de voix, on va dire, sur tout ce marché, et qui a de bons conseils. Donc, tu vois, il nous a déjà mis en relation avec plein d'entreprises avec qui on pourrait faire des partenariats ou tout simplement avoir des synergies. Et c'est vraiment cool. Et surtout, c'est que au-delà on va dire de sa connaissance marché, etc., c'est aussi quelqu'un qui nous a ouvert beaucoup de portes. Tu vois, ça rassure d'avoir un champion à dire. Et une fois qu'on l'a eu, on va dire, signé, ça a un petit peu accéléré le processus. Là, ça fait, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois qu'on sait qu'il va investir chez nous.
Et c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à débloquer le truc. On va dire que dès que tu as un fonds d'investissement ou un Jean-Pierre Nadir qui se positionne, tout de suite, tu as un peu cet effet FOMO qui arrive. Tu as tous les gens qui se disent: Ah la vache, eux, ils ont investi là-dedans, bah, vas-y, let's go. Mais au début, c'est très dur. Il t'en faut un et après, toutes les portes s'ouvrent. Là, tu signes un fonds de VC et puis dans la journée, tu as 15 appels au téléphone de boîtes qui veulent investir chez toi, quoi. Et comment vous avez fait du coup pour toucher vos investisseurs, alors Jean-Pierre Nadir ou d'autres? Ça a été quoi les étapes pour réussir cette levée de fonds? La première étape, c'est déjà de trouver un peu ton audience. Quels vont être les fonds ou quels vont être les investisseurs qui vont vouloir, enfin, qui vont s'intéresser à toi. Parce que en fait, c'est comme du sales pur, hein. Il faut prioriser, il faut choisir sa cible. On ne va pas envoyer des messages en bulk à 200 000 personnes en disant investissez chez Sésame parce qu'on veut juste se prendre un gros râteau. Et ça va prendre du temps en plus. Alors qu'y aller en one-one et on va dire personnaliser un petit peu son message, ça marchait bien. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on envoyait des messages sur LinkedIn, principalement, sur des investisseurs qui étaient dans le milieu du tourisme ou de l'hôtellerie ou dans les softwares un peu comme ce qu'on essaie de vendre, les marketplaces, etc. Euh, on se prend beaucoup pas de réponses, mais parfois il y en a qui prennent, etc. Par exemple, Jean-Pierre Nadir, on lui a envoyé plusieurs messages pendant plusieurs mois. Moi, tu vois, par exemple, je lui ai envoyé, je crois, 3 ou 4 messages, euh, je sais pas, de décembre à mars, je crois, et il en avait ouvert aucun. Il a suffi d'un message à un moment et il les a ouverts. Il nous a dit qu'il était intéressé et ensuite on prend l'appel et là tout s'accélère, quoi. Mais c'est beaucoup, beaucoup de démarchage sur LinkedIn, hein. On va dire que c'est un truc un peu ingrat à faire que personne n'aime vraiment faire. Mais au final, c'est vraiment hyper intéressant parce que toutes les personnes qu'on a eues en call, déjà, ils nous parlent un peu de leur parcours. Tu rencontres des gens qui sont hyper intéressants, ils vont te challenger plein de trucs. Tu vois, ils vont voir ton produit, ton projet en 2 secondes. Ils vont émettre un jugement en direct, te faire des petits recos comme ça en live, etc. Et en fait, tout ça, c'est priceless, quoi. Tu ressors de là hyper grandi. Et en plus de ça, tu fais grandir ton network avec des gens hyper, hyper importants qui pèsent, on va dire, un peu sur ton marché, qui vont te mettre en relation avec d'autres investisseurs potentiels, etc. Et en fait, là, maintenant, on va dire JB et moi, donc, enfin Jean-Baptiste et moi, c'est nous qui montions au rendez-vous investisseurs. On montait qu'à deux, on n'allait pas à 5 sur les trucs investisseurs. On s'est construit un réseau dans le milieu, dans notre secteur qui est assez impressionnant. Et, euh, et en fait, c'est grâce à ce réseau aujourd'hui qu'on a levé des fonds. Plus que, euh, plus que les fonds de VC, etc., c'est vraiment les réseaux de business angels dans ton marché qui rapportent le plus, enfin, en tout cas pour nous, quoi. Je ne sais Et plus si tu cette avais d'autres levée points de sur la fonds, question. Je me suis un peu perdu. Je suis allé à droite à non, gauche là. c'était très clair. Justement, la levée de fonds, l'objectif, c'est quoi pour vous? Alors, l'objectif, il est multiple. Il est vraiment multiple. On veut avancer dans plein de directions différentes. La première direction, c'est déjà se développer sur le marché français. Donc, agrandir notre zone de chalandise, on va dire. Donc là, ça va être recruter des sales pour aller ouvrir plein d'hôtels, que ce soit en France, à l'international, etc. Ensuite, ça va être développer notre tech. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un peu de marketplace, mais on a une vocation bien plus grande à ça. On cherche aussi à builder un espèce de SaaS qui va aider les hôteliers pour gérer leurs réservations, piloter leurs revenus, etc. Donc ça, c'est un peu, on va dire, une de nos North Stars. Donc, on commence déjà à attaquer ce projet. Et puis, évidemment, aussi, c'est des investissements marketing. Là, aujourd'hui, on pilote tout de manière euh, à l'équilibre. Donc, pas de perte, pas de bénéfices. On sait qu'on va devoir faire des investissements marketing un peu plus massifs pour aller faire de la notoriété qui va apporter, on va dire, une rémanence de vente, une rémanence de clientèle. Donc, ça va être de la télé, de l'affichage, ce genre de trucs où les gens vont nous connaître, en fait. Ça va crédibiliser la marque. Donc ça, pareil, c'est des gros investissements qui arrivent d'un coup et qui se rentabilisent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, donc qui ne peuvent pas rentrer dans notre stratégie actuelle. Donc on a besoin d'un petit coup de pouce aussi là-dessus. Et puis bien sûr, ça va être payer des bureaux, recruter un petit peu à droite à gauche des profils un petit peu plus seniors, en faisant évidemment attention à ce qu'on fait, hein. On ne veut pas cramer notre cash comme des zouaves et se retrouver à la rue. Non, non. Donc on va faire très attention. C'est vrai que ça doit pas être simple d'avoir d'un seul coup, alors, je sais pas si c'est d'un seul coup sur le compte en banque de la boîte 800 000 euros, ou est-ce que c'est un petit peu par petites touches? Comment ça se passe concrètement dans les coulisses de la levée de fonds? Bah ça, en fait, ça dépend pas mal des fonds. Tu vois, t'en as qui tu vas recevoir les fonds directs, t'en as qui vont te filer les trucs trimestre par trimestre ou qui vont adapter un peu ce qu'ils te donnent en fonction de comment tu évolues. Mais en fait, tout le monde a un peu ses propres règles, quoi.
Et alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que nous, on reçoit tout l'argent d'un coup. Euh, mais vraiment, c'est vraiment tout le monde a ses propres règles. C'est-à-dire que tu as, même des fonds qui vont te prendre des fees, donc qui vont te prendre vraiment des frais énormes juste pour que tu lèves des fonds avec eux. Tu as aussi des tournées qui vont avoir aucun frais et qui vont négocier sur d'autres trucs. Donc, c'est vraiment en fait là où tu tombes, quoi. Tout dépendra de ça. Pour la norme, en revanche, sur est-ce que tu reçois tout d'un coup ou en différé, honnêtement, ça, j'ai peur de dire Ça une bêtise. dépend, ouais, j'imagine, des conditions aussi des investisseurs qui veulent peut-être Ouais. aussi le faire par palier selon des objectifs à atteindre. Enfin, Ouais, en tout c'est cas, possible ouais, et je ne saurais même pas te dire exactement pour nous, mais je crois qu'on reçoit tout d'un coup, mais je suis vraiment pas sûr. Je préférais qu'on reçoive tout d'un coup, comme ça on pourrait peut-être placer un peu cet argent, faire des choses avec, mais ouais, c'est pas trop partir. mon dada, ça, je ne vais pas te mentir, moi je fais du marketing, tout ce qui est financier, tout ça, il vaut mieux pas trop me filer les clés de ce truc parce que sinon je vais acheter une pub télé avec. Ah oui, ouais, c'est sûr. Oui, mais bon, le marketing, c'est hyper important pour se faire connaître. Donc là, on va pas Ouais, s'en. c'est sûr, en vrai, c'est Donc les dépenses, c'est clair. c'est vraiment l'équipe, le marketing et puis la tech pour pouvoir continuer à faire évoluer l'outil. C'est C'est ça. clair. Et les bureaux qui coûtent très cher, hein. Ça, c'est une galère aussi auquel on ne s'attendait pas. Les bureaux Eh à oui. Paris, t'en as pour ouais, 400, 500 balles, 500 euros par mois par personne, et pour avoir on va dire l'entrée de gamme, quoi. Ouais. Donc, Sinon, il faut ça a vite un déménager coût. dans la Creuse. Ouais, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. On n'aurait pas encore parlé aux stagiaires, mais je pense qu'ils vont être ravis de tous Ouais, déménager là-bas. d'être ouvert. Bon. Du coup, j'avais quelques petites questions pour finir parce que, en fait, j'avais préparé beaucoup plus de questions, mais Je parle beaucoup. non, non, mais c'est super intéressant. Alors, forcément, j'ai encore d'autres questions qui me sont venues en parallèle. Euh, Tout à l'heure, tu nous as parlé de partenariat, justement, que l'un des investisseurs, Jean-Pierre Nadir, vous a mis en partenariat avec d'autres entreprises, d'autres marques. Est-ce que ce sont des partenariats liés directement au tourisme? Est-ce que ce sont des agences? C'est quoi les partenariats que vous avez pu développer pour Johnny Sésame? Alors, pour être totalement transparent, pour l'instant, c'est plus des idées de partenariat parce qu'avec Jean-Pierre Nadir, on a vraiment signé le truc il y a un mois à peine, et donc, voire peut-être un peu plus, remarque, un mois et demi. Donc, pour l'instant, on a des idées de trucs. Il nous a mis en relation déjà. On a fait ça, c'était vachement cool. D'ailleurs, Jean-Pierre Nadir qui a fait une journée avec toutes les boîtes dans lesquelles il a investi. Donc, là, tu as toutes les personnes que tu as vues à la télé qui veulent être mon associé. Donc, tu rencontres un peu ces gens, tu parles un peu business avec eux. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, ça se fait naturellement. En fait, tu vois qu'il peut y avoir des vraies synergies. Je te donne une idée que j'ai en tête. Et d'ailleurs, je leur ai même pas encore parlé. Donc, ça se trouve, ils vont découvrir ça avec le podcast. C'est une boîte qui crée des recycleurs d'eau pour les hôtels. Donc, par exemple, tu as ta douche et en fait, tu peux passer sur un cycle économie d'eau, pardon. Et du coup, tu as un bidon de 5 litres qui va s'auto-filtrer et se réutiliser en boucle. Et comme ça te permet toi de prendre une douche de 10 heures, même si tu veux, sans consommer 1 litre de plus d'eau. Et ça, ils le vendent aux hôtels pour faire des grosses économies sur l'eau sur le long terme. C'est hyper rentable pour eux. Et en fait, nous, on pourrait être un peu une porte d'entrée pour eux là-dedans. Et on pourrait faire, je sais pas, des partenariats d'affiliation avec eux, par exemple, où on gagnerait des commissions pour chaque hôtel signé. Ou... Tu vois, ça peut être ce genre de modèle. Sinon, ça peut être, tu vois, il y a une boîte qui s'appelle Tic Tac Trip qui fait des voyages en train, etc. Et on pourrait tout à fait imaginer pousser Sésame avec les gens qui viennent sur Paris en disant pour votre voyage à Paris, venez faire un spa chez Sésame, etc. Ça peut être, enfin, c'est plus de l'affiliation pour l'instant, mais je pense qu'il y aura un vrai truc euh, avec des vraies synergies un peu plus larges que celle-ci. Et pour l'instant, on est surtout quand même sur des partenariats autour de l'écologie. C'est un monde assez important qui n'est pas encore hyper représenté sur Sésame, mais sur lequel on va commencer à tendre. On pourra par exemple mettre des petites pastilles sur les différents hôtels qui sont green, on va dire, sur notre plateforme. Avoir Enfin, on ne veut pas faire du greenwashing, mais on veut au moins permettre aux gens la possibilité de savoir quels sont les hôtels qui sont plus propres que les autres, parce Engagé. qu'on vend quand même du spa. Tu vois, le spa, ça consomme beaucoup d'électricité. Et tu as des hôtels qui font des vrais efforts là-dessus. Et ces hôtels, on aimerait les reward, enfin les féliciter. Donc ça peut aller là-dedans. Et Jean-Pierre Nadir, lui, son fonds Fairmove est quand même très, très lié au tourisme responsable. Et nous, vu qu'on fait du tourisme local et qu'en plus on essaie d'aller pousser vers, enfin, on va essayer de pousser, de tendre à pousser vers l'écologie, ça fait partie un peu de
de notre North des Star. Désolé, valeurs. elle était un peu longue cette phrase. Non, non, mais c'est clair. Et c'est sûr que c'est un sujet qui est d'actualité. On ne peut pas, je pense, aujourd'hui, euh, c'est difficile de continuer à parler de voyage sans parler de tourisme durable. Alors, il y a plein en plus d'aspects dans le tourisme durable. Parfois, on a tendance à réduire sur le mode de transport, mais il y a plein d'autres moyens et surtout sujets autour du tourisme durable, que ce soit sur justement la valorisation du local, le fait de ne pas faire forcément travailler des personnes extérieures au pays. Enfin, ouais, il y a vraiment beaucoup de sujets. Donc, intéressant en Exactement. tout cas que vous le mettiez en avant. Dernière question. Bon, j'ai deux dernières questions. Alors, Vas-y, une autant que tu question. veux. Moi, je me suis bloqué la matinée là. On continue jusqu'à 17h si tu veux. Sur le business model que vous avez adopté, donc on reste sur une question un petit peu entrepreneuriale et puis après une question un peu plus évasion. C'est quoi le business model? Est-ce que pour que les hôtels soient partenaires de votre plateforme, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a un système de commission? Comment vous fonctionnez? Alors, on a plusieurs modèles de revenus, on va dire. Euh, ce qui nous rapporte le plus aujourd'hui, c'est qu'on prend une commission sur les expériences vendues. Donc, globalement, ça va être, en fonction de si tu fais du spa, de la restauration, etc., la commission va varier. Et en fonction de l'hôtel aussi, également, de son ancienneté sur Sésame. Les premiers hôtels signés, on les a signés un petit peu plus bas que les autres. Euh, le point qui est très important quand même, c'est qu'on prend cette commission, mais on veille à ce que l'expense soit unique, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas ailleurs, ou du moins qu'elle soit pas, qu'elle soit au même prix que ce que tu peux prendre directement à l'hôtel. Comme ça, l'utilisateur n'est pas du tout lésé en fait à aller sur Sésame. Tu ne paieras jamais plus cher ton expérience chez Sésame que sur l'hôtel. Euh, En revanche, je sais qu'on a des concurrents qui, eux, font de la promotion globale sur toutes leurs expériences vendues. Et en fait, ça, c'est un modèle qui tend à disparaître auprès des hôtels parce qu'en en fait, ils ont du mal à s'y retrouver. C'est un modèle qui fonctionnait bien avec le Covid pour, on va dire, réinsuffler de la vie dans les hôtels. Et du coup, tous les hôtels étaient OK avec ça. Malheureusement, en fait, ça pose un peu problème. Et il y a de plus en plus d'hôtels qui ne travaillent plus avec nos concurrents pour venir bosser chez nous parce que déjà, ils gagnent mieux leur vie avec nous, parce qu'il n'y a pas ces réductions et en plus la commission, c'est uniquement une commission. Et surtout, c'est qu'en plus, tu attires une clientèle qui n'est pas tout à fait la même. Promotion attire une clientèle assez spécifique. Nous, on reste sur un milieu du luxe avec des hôtels très haut de gamme. On a uniquement du 4, 5 et des palaces, 4, 5 étoiles pardon, et des palaces. Ce qui fait que sans promotion, on attire une clientèle qui a des paniers moyens quand même relativement élevés et qui correspond avec les hôtels. Donc, ça, commission, premier bloc de revenus. Ensuite, on va avoir un deuxième bloc de revenus qui va être euh, des mises en avant marketing. C'est-à-dire qu'on a des abonnements que nos hôtels vont payer, qui sont relativement accessibles. On a lancé ça début d'année pour voir un peu s'il y avait un engouement des hôtels et si on arrivait vraiment à leur apporter du business additionnel. Donc, ils vont être mis en avant sur notre site, sur des communications marketing, que ce soit des emails, des ads, des articles de blog, tous ces trucs-là. Et les hôtels qui sont dessus ont vraiment un boost colossal de chiffre d'affaires. On ne pensait pas que c'était à ce point-là. Ce qui fait que globalement, on drive beaucoup, beaucoup de nos ventes sur ces hôtels. Et donc maintenant, ils commencent à se chiffonner un peu pour avoir la place. Ouais. Donc, on charge des solutions pour pouvoir en signer plus ou changer peut-être de modèle d'abonnement vers un système d'enchères, peut-être, comme c'est le cas sur du Deliveroo ou Uber Eats ou ce genre de plateforme. Donc, ça, on est vraiment en cours de discussion. Voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller encore, mais on a ce truc-là qui tourne très bien et on va l'améliorer encore. Et il y a encore un autre modèle. Alors, c'est pas vraiment un autre modèle, mais on essaie d'aller chercher de plus en plus de CE d'entreprises qui vont acheter en gros des cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, d'ailleurs, qui représentent une part assez importante de notre business. Et en gros, C'est combien de pourcents à peu près les cartes cadeaux? en termes de chiffre d'affaires vendu, on va être sur du chiffre d'affaires général, on va être sur du 30 à 40% de nos ventes. On investit beaucoup dessus. Et, euh, et c'est un modèle qui plaît. Enfin, faut dire que c'est assez sexy, tu vois. T'as là, tu t'offres un spa ou massage dans un hôtel 5 étoiles, machin. Enfin, c'est quand même relativement cool. C'est un peu ce modèle à la Wonderbox, Smartbox, etc. Mais on va dire remis un petit peu au goût du jour. Euh, bon, après, Et d'ailleurs, Ouais, j'ai une vas-y, petite vas-y. question, mais tu connais le profil des personnes qui achètent les cartes cadeaux? Est-ce que, je sais pas, je me dis, ça doit être des hommes qui achètent ça, tu sais, quand tu sais pas quoi offrir à ta chérie. Ah, Peut-être que c'est...
Bah, t'as vraiment tout, hein. Tu as beaucoup de femmes. Nous, c'est majoritairement des femmes d'ailleurs, hein, notre D'accord. clientèle. Après, pour les cartes cadeaux en tant que telles, honnêtement, il y a un peu de tout. Parce que on vend pas ça comme t'offres une box massage ou un truc. C'est plutôt bah, là, tu vas aller te faire masser dans un hôtel, dans cet hôtel, tu auras accès au spa, tu auras un petit déjeuner inclus et tout. C'est assez cool, c'est assez sexy. Et surtout, on ne veut pas rentrer un peu dans ce côté box cadeau qui est un petit peu dépassé. Bon, je dis Que ça tu alors n'utilises que jamais. ça fonctionne extrêmement bien leur business, hein, mais moi, pour les gens de mon âge, Wonderbox, Smartbox, ça fait un peu dépassé. Donc, on veut absolument sortir de ce cadre-là pour aller chercher donc, une clientèle. Tu vois, un cadeau qui est quand même régulièrement courant à Noël, enfin, que j'ai vu passer plein de fois en tout cas, moi, c'est bah, tiens, on t'offre un massage. Et bah, là, du coup, c'est quand même. Enfin, tu vois, tu tapes cadeau massage sur Google, en principe, on arrive dans les premiers et c'est là où on capte un peu notre clientèle, quoi. Trop bien. Eh bien, merci. On arrive en cette fin d'interview, Robin. Alors, dernière question pour justement rêver un petit peu. Est-ce que tu aurais deux ou trois expériences vraiment cool que tu voudrais nous partager? Des expériences, tu veux dire des expériences Sésame? Ouais, bah oui. Alors, moi, je peux vraiment te conseiller. Alors, je sais que ça fait partie de nos best-sellers. C'est les expériences du Burgundy à Paris qui sont extrêmement cool. Ça Bon. marche très, très bien. C'est très accessible. Le spa est ultra équipé. C'est-à-dire que tu as de la piscine, tu as des douches sensorielles, t'as du sauna, hammam, tu peux te faire masser. Enfin, tu as vraiment plein de trucs. Le truc est vraiment super. Et en plus, ils gèrent bien leur créneau. C'est-à-dire que tu vas jamais arriver là-bas et ça va être blindé de monde. Si tu veux un truc vraiment haut de gamme, vraiment te mettre le paquet, je peux te conseiller le cocon privé au Lancaster. Ça coûte un petit billet, mais par contre là-bas, tu as vraiment tout. Tu as un spa entièrement privatisé avec un massage en duo d'1 heure. T'as une vue incroyable sur la Tour Eiffel. Franchement, c'est super. Sinon, si tu es plutôt dans le sud, bah, si tu passes vers Marseille, un de ces quatre, je te conseille l'hôtel C2 qui marche très très bien aussi, avec une ambiance très intimiste, assez sombre, avec un peu de brume et tout dans le spa. Ça a l'air d'être vraiment super. Je n'y suis pas encore allé, mais sache que dès que je prends un billet vers Marseille, je vais aller mettre les pieds dans l'eau là-bas. Ça, c'est une évidence. Tu m'étonnes, Et ouais, sinon, parce que du coup, vous les testez les expériences ou pas? Pas du tout. on les teste. Alors, celle dans le sud, on n'a malheureusement pas encore eu le temps d'aller chercher les billets pour y aller. Mais à Paris, on va les tester. On va même faire on va filmer en fait là-bas tout simplement. Donc, Elles on sont fait une pierre de coups, on teste et derrière, si l'expérience est vraiment bien, on la met un peu plus en avant aussi. On sait que ça va bien marcher. Euh, et si tu cherches une expérience gastronomie, parce que là, je t'ai parlé que de spa, à Paris, il y en a une qui est super, que j'aime beaucoup personnellement, ça s'appelle le brunch de saison à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe, qui est vraiment délicieux et magnifique. Voilà. Ah bah ça donne envie de retourner à Paris, j'en reviens. Donc on aurait dû faire l'interview avant, tu vois, je serais restée un peu plus longtemps. Bon bah merci beaucoup Robin d'avoir répondu par la Avec positive plaisir. à mon invitation. Je suis ravie que tu nous aies pu nous parler de Jane Sésame et puis d'avoir permis aux auditeurs auditrices de découvrir votre belle boîte. Donc je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et puis je te souhaite une bonne journée Robin. Merci Ludivine, c'était un plaisir. À Salut, à la bientôt. prochaine. Salut. Hop. Ok.